Eh bien, bonsoir à tous. Regardez votre pendule. Il est bien 18h tout pile. Nous sommes jeudi soir. Et comme chaque jeudi soir sur 01net TV, nous sommes en direct pour un nouveau numéro de 01 Live Hebdo. C'est le débriefing de l'actualité high-tech de la semaine. On est ravis de vous retrouver. Toute l'équipe, Jean-David Duhart, Bérangère Le Pesqueur qui réalise ce rendez-vous, eh bien, sont très heureux de nous retrouver. Et Jérôme, bien sûr, bonsoir. Je suis très heureux également, François, de te retrouver. J'espère bien. C'est uniquement sur 01net TV, 30 minutes consacrées, avec même le générique qui redémarre. Oui, ah non, c'est chez moi. C'est sur ton Mac, c'est pas grave. Franchement, et oui, c'est pas très sérieux. Il y a un peu de laisser aller. Oh là là. Bon, de quoi on parle ce soir? On va parler de plein de choses passionnantes. On va parler de sécurité dans un instant avec Frédéric Simotel. On va parler de banques américaines qui se font pirater. Ouais. Et ce n'est pas non plus de la science-fiction. Maintenant que les voitures sont de plus en plus connectées, est-ce qu'on risque un jour de se faire pirater sa voiture? Tu te rends compte un peu le drame? Va falloir prendre des précautions. Frédéric Simotel va tout nous dire dans un instant. Bon, Delphine Sabatier sera là comme tous les jeudis soirs. La chronique Zoom Actu de Delphine. On fait le point sur un sujet en particulier. Elle nous explique tout et on va parler d'anonymat sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Enfin, sur certains réseaux sociaux. Vous avez peut-être entendu parler de Whisper ou de Secret. Oui. Elle les a testés. Voilà, on peut tout dire. Et en plus, on est complètement anonyme. Et puis, on ira du côté du labo tout à l'heure avec Christopher Siminelli qui viendra évidemment avec sa petite collection de smartphones personnels et des smartphones les plus endurants. Ça, c'est un dossier passionnant. Vous pouvez retrouver sur zeronet.com en ce moment. Et puis, on parlera aussi d'HTC qui a lancé de nouveaux produits hier. Ouais, hein, Jérôme. Sympa, une petite action cam, une caméra qui a l'air plutôt pas mal. Et puis, on a également un petit coup de cœur. Tiens, on vous parlera d'une paire d'oreillettes, mais des oreillettes pas comme les autres, qu'on a bien aimées. Avec plein de capteurs à l'intérieur. Voilà, soyez les bienvenus. 18h02, c'est parti pour 01 Live Hebdo. Mais d'abord, comme chaque semaine, la question 01net Orange. Et comme nous allons parler tout à l'heure de voitures connectées, eh bien, qu'en pensez-vous, vous, de la voiture connectée? Alors, vous allez sur 01net.com et vous votez, répondez à notre sondage. J'en rêve, non, c'est pas prudent pour la conduite, j'ai peur des bugs et du piratage, ou bien je préfère le vélo. Il y a déjà une petite tendance. Oui, il y a une tendance qui se dessine. 45% d'entre vous disent rêver de la voiture connectée. 28% j'ai peur des bugs et du piratage. 17% je préfère le vélo. Quand même, c'est pas mal. Il y a beaucoup de sportifs. Moi, j'ai des chiffres qui ont 1 minute de plus, donc ils ont encore changé, mais voilà, c'est à peu près la même chose. C'est formidable, tu vois, c'est ça qui est génial. Ouais. Et puis, pas prudent pour la conduite, donc on est à 11%. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a pas mal d'études qui sortent de ci, de là, et qui mettent en avant le fait de l'insécurité de ces voitures connectées, parce que c'est vrai que quand elles sont connectées, ces voitures ont fait autre chose. Hein, on n'est pas forcément concentré sur le plus important, qui est la route, bien sûr. On en reparle dans un instant. Juste avant de parler de voitures connectées. Vous pouvez voter. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, tu m'as coupé dans mon élan. Non, là. Mais c'est pas grave, je te relance. Regarde, on va parler de sécurité avec Frédéric Simotel. Frédéric Simotel. Voilà. Bonsoir Frédéric. Bonsoir messieurs. Je pense que en fait Jérôme est infecté par un virus et de temps en temps il a des sauts de... Il y a un virus qui circule d'ailleurs dans la maison, ici même, 01net BFM, qui éteint les machines. Qui éteint les machines. Ah bah c'est pas vrai. C'est pour ça qu'il n'atteindra pas. Mais je pense que Jérôme est en train de redémarrer. Mais ça nous est arrivé sur BFM Business. Voilà, tout s'est éteint. Donc c'est vrai, mais c'est amusant comme anecdote. On se rend compte que même... Voilà, on a des ordinateurs qui sont prévus quand on enregistre une émission, avec tout le conducteur qui passe dessus. Et bien là, il y a eu un virus qui a éteint la machine. Voilà. Donc on a été piraté. Enfin piraté non, c'est un virus qui circule. C'est dingue, et le meilleur moyen, c'est de reformater la machine. Donc si vous avez des données un peu sensibles... Ah oui, c'est quand même alerte rouge un petit peu. J'espère que nous, on ne sera pas visés par ce virus en plein 01 Hebdo. Espérons. Dans 01, on sait se protéger. Bon, il y en a qui ont eu très peur, très chaud ces dernières semaines, ces derniers mois. Ce sont les banques américaines. Les banques américaines. Alors il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a certains domaines où on est obligé de déclarer quand on a été victime d'attaques informatiques, et les banques en font partie. Et là, c'est JP Morgan Chase, donc une des grandes banques américaines, qui a déclaré qu'elle s'était fait voler plusieurs millions. Il y aurait eu près de 76 millions de foyers qui auraient été données de foyers qui auraient été piratés, ainsi que 7 millions de données de PME. Alors ils disent évidemment, c'est pas les mots de passe, c'est pas les comptes, mais enfin il y a quand même pas mal de
choses de listing client, d'informations sur les clients qui ont été piratés. Et là, on voit vraiment la vulnérabilité de ces banques. Alors, on pouvait penser que c'était de cette banque, mais non. En fait, on s'est rendu compte, quand ils ont mené l'enquête, que les attaques avaient été menées sur tout un tas d'établissements bancaires, des banques plutôt régionales, mais aussi la Citigroup. Donc, il y a vraiment aujourd'hui une attaque en masse. Alors, tout de suite, le gouvernement américain s'est demandé, mais qui peut nous attaquer ? Évidemment, les yeux se sont tournés vers la Russie, puisqu'en ce moment, avec les histoires en Ukraine, et bon, voilà, il se pourrait que ça puisse venir de Russie. On sait qu'il y avait déjà eu des choses avec le gouvernement turc il y a quelques mois. Donc voilà, donc il y a vraiment un gros souci. Alors il faut savoir qu'aux États-Unis, ils ont déjà une base, ils ont un service qui s'appelle le Financial Service Information Sharing and Analysis Center, qui existe depuis 1999, voilà, et qui lui est censé, les banques sont toutes censées partager leurs données de piratage, de menaces informatiques pour savoir tiens où vous en êtes. Eh bien là visiblement il n'a pas été très efficace parce que voilà, elles ont quand même été piratées. Alors voilà, mais pas de données sensibles. On se rend compte, j'imagine que les niveaux de sécurité de JP Morgan, ça doit être quelque chose quand même de monstrueux. Oui, malgré tout, des hackers sont arrivés à pirater, à rentrer au cœur, je crois, du réseau de JP Morgan. Exactement. C'est impressionnant. Les spécialistes que j'ai interrogés me disent, en fait, aujourd'hui, on pense toujours être, on sait que le risque zéro n'existe pas, mais on se protège de façon assez traditionnelle. Et en fait, les pirates, ils sont tout autour de la Terre, ils viennent de partout. Ils sont très ingénieux. Ils sont très ingénieux. Et donc, ils disent aujourd'hui, le meilleur moyen de se protéger, hormis les solutions technologiques, hormis les process, la sensibilisation des utilisateurs, c'est de faire beaucoup de brainstorming, c'est de parler beaucoup avec des experts de la sécurité et d'envisager un peu tous les moyens, même parfois les plus stupides. Même des scénarios fiction. Voilà, et c'est comme ça qu'on pourra se protéger au mieux, parce que là, ça a vraiment été un scénario pas du tout envisagé par JP Morgan Chase. Et par contre, les autres banques, elles l'avaient envisagé, puisqu'ils n'ont pas réussi à pénétrer ces autres banques. Donc on est vraiment dans un souci. On est aussi sans doute dans un niveau de système d'information un peu vieillissant. Tout le monde a les mêmes soucis aujourd'hui. On est dans la réduction de coûts, on est dans la maîtrise de ses dépenses, et le système d'information n'est pas souvent la prioritaire, même si dans les banques c'est leur cœur le moteur. Mais voilà, parfois on serre un peu la vis sur certaines dépenses et donc on oublie un peu certaines. Oui, puis c'est vrai qu'il y a parfois aussi, comment dirais-je, des fonctionnements un peu vieillissants dans les banques. C'est un vieux métier banquier. Et puis on se rend pas compte, mais les données maintenant, les données, on a des données sur des mobiles. On a des données qu'on croise. La banque va croiser des données avec d'autres institutions. Donc voilà. Donc ça fait des données qui circulent. Ça fait c'est presque un peu failles et de menaces. Et donc l'effet positif, c'est que ça va amener les banques américaines à reverrouiller. Le deuxième effet positif, c'est qu'en France, on va tout de suite, toutes les banques en France ont regardé ce qui s'était passé là-bas. Elles ont essuyé aussi quelques attaques. Les banques en France, les banques européennes, elles essuient tous les jours. Tout le temps, oui, bien sûr. Faut savoir, et donc voilà, c'est toujours trouver la nouvelle ingéniosité de ces. Et je pense que ce qui est important, c'est vraiment parler du brainstorming, mais c'est ça. C'est-à-dire, il ne s'agit pas aux banques de dévoiler, mettons si le Crédit Agricole est attaqué, il ne s'agit pas de déclarer à la Société Générale ou déclarer aux médias, voilà, on a été attaqué, mais c'est vraiment de dire, tiens, on a été attaqué de cette façon-là, comme ça les autres peuvent en tirer. Très bien. Les leçons. Merci Frédéric. Avez-vous peur justement de vous faire pirater votre compte en banque? Dites-le nous. Vous pouvez réagir puisque nous sommes en direct ce soir. #01live. Autre sujet qu'on devait évoquer avec Frédéric. Toujours dans le domaine de la sécurité. C'est la voiture. Alors la voiture connectée, elle est un peu d'actualité en ce moment mondial de l'auto. Oui, on parle de l'aspect positif énormément, la voiture connectée, parce que c'est vrai que ça révolutionne pas mal d'usages, mais ça pose aussi de nouveaux problèmes, notamment en termes de sécurité. Alors on va pas parler de sécurité routière, parce que non, là, ça c'est autre chose. Ça continue, mais de sécurité des données. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit ressurgir ce souci de la sécurité des données. Qu'est-ce qu'on fait des données qui sont dans l'entreprise? Alors il y a celle, quand on rentre dans sa voiture, on connecte son mobile. Bon là, on est un peu lié à tout l'environnement du smartphone. Mais ce qui se passe aujourd'hui, ça s'est vu aux États-Unis, il y a une Tesla, une voiture électrique. Vous savez que Tesla est une voiture à la fois électrique et à la fois très numérique, puisqu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de processeurs à l'intérieur, et qui a été piratée. Donc on a réussi à prendre la main sur certaines commandes de la voiture. Je vous laisse imaginer si on peut faire ça en France sur l'accélérateur, le frein et tout ça. Alors qu'est-ce qui se passe? Il faut comprendre qu'aujourd'hui, les voitures ont de multiples processeurs, que les voitures, c'est des équipementiers qui viennent se greffer avec tous ces constructeurs. Donc il faut qu'il y ait de plus en plus de processeurs
processeurs qui puissent surveiller. Parce qu'il ne s'agit pas de mettre un antivirus dans la voiture, parce que ça se fait pas. Enfin, c'est pas nos antivirus comme nos PC. C'est pas le même antivirus Non, mais qui bien va sûr, tourner. c'est pas les mêmes Ça va failles. ralentir, Enfin, c'est pas la même chose. C'est pas le même logiciel. Voilà. Donc, il faut justement sécuriser. Il faut repenser. Ce que disent les spécialistes, c'est qu'il faut repenser l'architecture informatique de la voiture avec des processeurs indépendants les uns des autres pour piloter la partie moteur, pour piloter la partie infotainment. Enfin, il y a tout ça. La deuxième chose, le danger aussi, ce dont ont peur les gens, donc c'est pirater ces données technique, mais après il y a pirater les données des utilisateurs, savoir toutes nos données de géolocalisation, nos habitudes de conduite, même on peut savoir est-ce qu'on roule un peu plus vite que la normale, et puis ces données pourraient être envoyées à nos assureurs, pas à la police tout de suite, mais à nos assureurs. Et ça aussi c'est une grande crainte aujourd'hui des automobilistes, c'est toutes ces données dans notre voiture. Il va falloir légiférer, non là. Enfin, je pense qu'il y a tout un nouveau champ de loi à créer. Eh bien, il y a la CNIL. La CNIL a déjà des choses. Il va falloir que ces données soient mieux protégées, d'une part, et puis savoir qu'est-ce qu'on fait que font les constructeurs, que font les opérateurs télécoms, que font les Apple, Google aussi qui sont dans ces voitures, de toutes les données qu'ils récupèrent de géolocalisation, d'usage de la voiture. Alors, on a toujours les assureurs qui nous disent c'est merveilleux, on voit que finalement vous conduisez très prudemment, vous ne faites que 12 km par jour, donc on va vous baisser votre assurance, votre prime d'assurance. Il faut voir aussi l'effet inverse. Cher ami, on voit que vous conduisez souvent le samedi entre 2h du matin et 4h du matin, que vous dépassez 3 fois cette semaine, vous avez dépassé la vitesse autorisée. On trouve que là, on va peut-être vous rehausser votre prime d'assurance. C'est flippant de l'objet connecté. Et ça, c'est même, des données qui existent. Parce qu'on parle de l'automobile maintenant, mais on voit que certains assureurs s'intéressent aux bracelets connectés. Oui, les bracelets. Alors pour l'instant, c'est simplement on vous l'offre, c'est sympa, etc. C'est un objet promotionnel, mais qui demain ne pourra pas envisager une espèce de monitoring de chacun d'entre nous et ces informations qui seraient. On n'est pas dans un monde de bisounours, quoi. Voilà, ça peut rendre service, mais de l'autre côté, ça peut rendre service aussi. Ça peut faire du business aussi. On augmente votre prime d'assurance parce que vous n'avez pas assez marché aujourd'hui. Voilà. Vous vous rendez compte ? Ça va arriver. Vous avez mangé un hamburger, allez, plus 10% de prime. C'est un peu ça. Donc voilà, donc il y a ces deux effets. Aujourd'hui, on regarde tous les acteurs de la sécurité sont autour de ça. Cet effet piratage des données de la voiture pour prendre la main sur la voiture, et puis l'effet piratage sur les. Donc Frédéric, ça veut dire qu'on devra installer des antivirus à bord des voitures. Alors comme je l'ai dit, c'est pas des antivirus traditionnels, mais c'est plus reconcevoir l'architecture informatique de la voiture. C'est au niveau de chaque processeur, avoir des informations chiffrées et que tout ça il y a un peu plus d'indépendance. Alors c'est compliqué parce que dans une voiture, quand Renault construit une voiture, c'est pas Renault tout seul. Il y a un bout de Valeo, il y a un bout de. Maintenant, il va y avoir un bout d'Apple. Enfin voilà, il y a tout un tas d'équipementiers qui viennent autour de ça. Donc il faut que chacun sécurise son domaine et que quand on assemble tout ça, ce soit quand même assez sécurisé. Ce qu'il faut, c'est multiplier le nombre de processeurs, disent les spécialistes. Il y a Eline Pally sur Twitter qui nous dit les garagistes du futur devront être également électroniciens, programmeurs. En tout cas, ils devront sans doute être. C'est déjà un peu le cas. Mais ils le sont déjà. Ils le sont déjà, bien sûr. Vous êtes déjà allé dans des voitures assez standards. Vous allez au garage. La première chose qu'il fait, il n'ouvre pas le capot. Enfin, il ouvre le capot, mais il branche son. Mais en revanche, ordinateur le paramètre sécurité n'est absolument pas pris en compte aujourd'hui. Aujourd'hui, non, on a une sécurité de base, mais c'est vrai qu'on s'inquiète pas de savoir combien de kilomètres combien de fois on a franchi la limite de vitesse. Est-ce que on est géolocalisé tout le temps? On va pouvoir savoir si on a pris un sens interdit, si à un moment on a grillé un feu rouge, si on a doublé. Faisons un peu un scénario fiction. Est-ce qu'un garagiste malveillant, complice d'un hacker, pourrait mettre un cheval de Troie dans ma voiture, qui permettrait ensuite à des voleurs de venir me la piquer finalement? À partir du moment où on commence à avoir de plus en plus d'électronique, on sait que d'ici quelques années, même d'ici quelques mois, on va pouvoir ouvrir sa voiture avec son smartphone. Voilà, tout ça, c'est des informations numériques, des informations comme dans la banque tout à l'heure, qui peuvent se faire pirater. Alors les garagistes, le garagiste avec sa grosse moustache, et sa gros bras musclés, s'il se met à l'informatique, oui, il peut y avoir. Maintenant, je veux dire, c'est aux constructeurs, ils sont quand même assez vigilants autour de ça. C'est quand même, on a beaucoup parlé de voitures connectées, évidemment, dans le cadre du salon de l'auto. On a aussi de plus en plus parlé de sécurité. On a quand même tous les experts dans ce domaine. On avait eu Guillaume Crunel qui a participé au prix 01net de la voiture connectée. Il travaille chez Deloitte. Deloitte a une section sécurité automobile. Voilà. Donc constructeur automobile et banquier, même combat. Voilà. Non, faut être vigilant. Et les assurances qui sont pas loin, en plus.
Que pensez-vous de la voiture connectée? C'est notre sondage sur 01net.com. Vous cliquez sur la page de 01 Live Hebdo, vous pouvez voter en temps réel. C'est notre question 01net TV Orange de ce jeudi. 40% j'en rêve de cette voiture connectée. 32% j'ai peur des bugs et du piratage. Tiens, justement, peut-être que Frédéric a réussi à vous convaincre ce soir. 21% je préfère le vélo. Et 7% pas prudent pour la conduite. En effet, voilà, continuez vos votes. On fera un petit point dans un petit quart d'heure. Et tout de suite, on retrouve Delphine Sabatier pour sa chronique Merci hebdo. à Frédéric Simotel. C'est la chronique Zoom Actu. Allez, on revient sur le plateau. Voilà, 6h15, un petit problème de jingle, mais c'est pas grave. Peut-être qu'on a été piraté justement. Je pense que tout à l'heure, Frédéric nous parlait d'un virus dans la maison. Il n'a pas laissé une clé USB, hein, il n'a pas branché un truc là avant de Je partir. me demande s'il n'y a pas un truc un peu chelou qui est arrivé. Heureusement, elle est impiratable. Et elle est avec nous chaque jeudi soir dans 01 Live Hebdo. Elle fait ses mises à jour régulièrement. C'est Delphine Sabatier. Bonsoir Delphine. Bonsoir, mais je suis anonyme ce soir. Ah oui, c'est vrai. Oui, ça c'est vrai. Attention. Oui. Voilà. Directrice des rédactions de 01net. Et on la retrouve pour notre 01 Live et pour surtout son point, sa chronique. Ouais. Non, ce serait dommage de qu'on ne voit pas Delphine. Mais Bon, oui, c'est vrai que l'anonymat est à la mode sur Internet, Delphine. Facebook préparerait une version anonyme de sa messagerie. Le réseau social renoncerait donc à nous demander notre identité lorsqu'on se connecte. Et c'est une petite révolution, une révolution qui s'explique parce qu'il y a une tendance, en fait, en ce moment, un engouement des internautes pour de nouveaux services qui, justement, ne nous demandent pas précisément de dire qui nous sommes. Ils ont pour nom ces réseaux sociaux Secret ou encore Whisper. Oui, c'est une information d'ailleurs top secret, un scoop du New York Times. Donc Facebook lancerait prochainement une appli mobile pour chatter à deux ou en public, mais de façon anonyme, c'est-à-dire en utilisant un pseudo. Et alors Jérôme, quelle révolution! Parce que alors, tous ceux qui ont plus de 10 ans, ça fait un paquet d'internautes, vous diront que vous avez la mémoire courte. Avant le 4 février précisément 2004, nous ne faisions pratiquement que ça. On discutait sur la toile incognito avec plein d'autres inconnus cachés derrière des pseudonymes. C'était Internet avant Facebook. Alors nous sommes d'ailleurs nombreux à avoir gardé des séquelles absolument stupides avec nos pseudos sur Twitter. En l'occurrence, le mien, par exemple, ne cache plus rien du tout, puisque tout le monde peut voir aujourd'hui que Delph1 s'appelle en vrai Delphine Sabatier, travaille à 01net.com, 6 à Paris. Ne reste plus qu'un petit mystère finalement pour ceux qui me voient là à l'écran, à quand remonte la photo de son profil. Alors on s'en fiche pas mal, mais si ça vous amuse, les paris sont ouverts parce que sur Internet maintenant on se dit tout. Plus de secrets, plus de tabous. Grâce au jeune millionnaire Mark Zuckerberg, on vit un coming out mondial. Oui, qu'on surnomme d'ailleurs en secret Marco, c'est pour ça. Hein. C'est ça. Alors, c'est sûr qu'avec Facebook, on a un rapport à la vie privée particulièrement décomplexé, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Quand on voit ce qui se passe sur Facebook, ça fait un peu peur. Mais comment expliquer justement le retour de ces applis de discussion anonyme? C'est quoi? C'est un ras-le-bol, une rébellion, Delphine? Un trop-plein, moi, je dirais. Parce qu'en fait, on en a marre de garder nos secrets pour nous. Ça commence à s'accumuler. Et avec cette habitude qu'on a pris de tout raconter à plein de gens, on ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas aussi partager nos idées tordues, nos faiblesses et nos pensées les plus débiles, celles dont on a honte. Mais attention, tout cela sans entacher notre réputation qu'on a mis des années à bâtir. Alors comment ? Tout simplement redevenant anonyme. Le matin, je me connecte fièrement avec mon vrai nom sur Facebook, je brosse mon ego dans le sens du poil et je ressors discrètement par la petite porte de derrière pour me rendre sur Whisper et poster incognito le secret qui me torture. Double vie. Tu me promets, Whisper, que tu vas le dire à tout le monde, mais que tu diras pas que c'est moi qui t'ai dit. Sinon, je te parle plus et je vais sur Secret. Et surtout, tu me balances pas sur Facebook. Voyez le topo, un truc à devenir schizophrène et surtout à rendre dingue le plus grand des cabinets psychiatriques au monde, j'ai nommé Facebook, qui n'acceptera pas longtemps qu'on déverse ailleurs tout ce qu'on a refoulé chez lui. Sa fortune, en outre, s'en retrouverait fort contrariée. Ouais, mais enfin bon, vouloir être anonyme, c'est pas seulement parce qu'on a des choses à cacher, c'est peut-être tout simplement parce qu'on en a marre d'être surveillé en permanence. C'est vrai, il y a eu un instinct de protection qui s'est déclenché chez les internautes suite aux révélations d'Edward Snowden sur la surveillance des communications par la NSA. Même Google, aujourd'hui, qui n'a quand même pas grand-chose à envier sur la récupération des données personnelles, vient de déclarer qu'il trouvait cet espionnage gouvernemental dangereux, on imagine. Mais franchement, lorsque vous vous rendez sur les applis mobiles anonymes, ce que vous y trouvez n'a rien de confidentiel. On y parle principalement d'amour et de sexe, deux choses bien différentes.
Et c'est souvent triste. C'est pas toujours si différent, mais dans certains contextes, oui, on est d'accord. J'ai notamment repéré ce message. Je suis amoureux de toi, ma coloc, et je pense que tu m'aimes aussi. C'est dommage qu'on n'ait pas le courage de se le dire. Posté ça Posté il y a 15 minutes sur Whisper, quelque part dans le monde, et l'appli affiche durement no replies. Alors, on peut se moquer, critiquer, parler de défouloirs stériles, de bouteilles à la mer ou de zones cradingues. On remarque aussi qu'il y a pas mal de spam. Pourtant, les chiffres sont formels. Nous sommes de plus en plus nombreux à utiliser ces services anonymement, mais chut, c'est secret. Top secret. C'était, je ne peux pas vous dire son nom, donc c'était Delph 1. Delph 1. Merci Delph 1. Qui a donc un charmant colocataire, visiblement. Non, ça n'a rien à voir, Delphine en plus. Pas moi. C'était le Zoom Actu de Delphine Sabatier, directrice de la rédaction de 01. Et maintenant, nous allons direction le labo 01net. Ouais. Ami Christopher Simili va rentrer sur scène tout de suite, regardez-le, c'est magnifique. Roulement de tambour. Voilà, et Christopher Simili, qui est responsable du labo 01net, est venu malgré tout, et comme chaque semaine, avec une batterie d'appareils divers et variés. Tiens, encore des smartphones cette semaine, Christopher. On va vraiment saturer, il y en a marre des smartphones. Ben oui, enfin cela dit, là il y en a des petits, des moyens, comme dirait Coluche, on doit en des bouffer des smartphones. Alors pourquoi autant de smartphones cette semaine? C'est quoi l'histoire? Alors, à 01net, au labo, on a des tests d'autonomie vraiment très drastiques. C'est-à-dire, on fait des tests d'autonomie en communication vocale, en lecture vidéo et en navigation web. Bon, c'est bien, ça donne un bon aperçu de l'autonomie des smartphones dans des usages très spécifiques. Et là, on a mis en place un nouveau test d'autonomie qui mixe tous ces usages, donc un peu de surf, un peu d'appel, un peu de streaming, un peu de lecture vidéo. En somme, plus réaliste, plus en phase avec ce qu'on fait vraiment avec nos smartphones. Et donc, on a sorti le premier classement avec ce nouveau test d'autonomie vendredi dernier et on a eu quelques surprises. Alors le champion toute catégorie, c'est le Z3 Compact. Il arrive en numéro 1 du classement. Le Z3 Compact. Et le smartphone le plus endurant du 7 moment. caméras, voilà, Christopher. C'est incroyable. C'est le smartphone le plus endurant du moment et de loin. Longtemps, le Galaxy S5 est resté premier avec le One M8. Alors, la hiérarchie n'est pas non plus chamboulée. On retrouve en deuxième position le One M8, qui reste un très bon, un smartphone vraiment très autonome. Qui est là, voilà, c'est qui est là. Le One M8. Le Galaxy S5, qui se débrouille très très bien. Il est troisième de ce comparatif. Après, donc on a le Lumia 1520, forcément avec une batterie aussi énorme, c'est logique. C'est-à-dire qu'on se rend compte que finalement l'autonomie est très liée en fait à la taille du smartphone. Non, cela dit, non. La taille de la batterie. Ce petit Xperia alors il y a plusieurs est tout choses. petit et c'est le plus endurant. Mais d'une manière générale, plus on a un smartphone qui est grand, plus la batterie va être importante à l'intérieur et plus l'autonomie va être grande. C'est ça, il y a la taille de la batterie, la qualité de la batterie et aussi la qualité des optimisations faites par les fabricants sur la manière dont Android va aller taper dans les ressources, dans le hardware du téléphone. La partie plus logicielle. Donc. La partie plus logicielle. Et donc à plateforme commune, on peut avoir des autonomies vraiment très différentes, à taille de batterie égale. Le G3 par exemple de LG, qui est un très bon téléphone, avec ce test-là, il se prend quand même un gros gadin. Oui. Et les iPhones, pareil, le premier iPhone, donc il y a quand même un iPhone dans le top 10, mais il est 10e, c'est l'iPhone 6 Plus. Pareil, bon, il a une batterie assez conséquente, donc je pense que c'est lié à ça, mais l'iPhone 6, il est 21e. Donc, 21e à ce nouveau test d'autonomie. Donc, clairement, les iPhones, on peut pas dire que ce soit les smartphones les plus endurants du moment. Voilà. Mais Christopher, c'est vrai que ça doit être de plus en plus difficile de mesurer l'autonomie d'un smartphone parce qu'il y a tellement de paramètres. Par exemple, on a tous des usages différents. Si vous laissez le cloud, le partage sur iOS, par exemple, le flux de photos qui va uploader des photos toute la journée. Si on active le Bluetooth, le Wi-Fi, tout le temps le GPS, etc. Exactement. Ce qui fonctionne en tâche de fond. Alors, à savoir que ce qui bouffe le plus de batterie, c'est l'écran. Aujourd'hui, dans un smartphone, écran allumé, voilà, c'est ce qui tire le plus sur la batterie. Et les connexions réseau ? Et les connexions réseau, voilà, le Wi-Fi. Contrairement à ce qu'on peut penser, la 4G est
souvent plus économe Tout à fait. d'accord. que la Et 3G. moi, je l'ai remarqué, effectivement, mon téléphone tient beaucoup plus longtemps Oui. en 4G qu'en 3G, finalement. Parce que voilà, Donc, il y a eu un condition- progrès de la part des fabricants de puces Oui. qui ont réussi Il à y a eu de réduire grosses la optimisations. À condition consommation. que la réception soit bonne, parce qu'à Ah oui. contrario, si la réception est pas bonne, là il va Il consommer va aller un peu tirer plus. un peu Ouais, plus pour aller capter du réseau. D'accord. Donc c'est un sujet en tout cas passionnant pour nous au labo. On est convaincu que c'est un des enjeux, mais Bien les sûr. plus importants de ces Mmh. prochaines années pour les fabricants de smartphones et d'appareils mobiles en général. Ils savent faire des téléphones puissants qui font des hyper bons en 3D, hyper bons en photo, hyper bons en capture vidéo. Mais l'enjeu maintenant, c'est de faire en sorte que ces téléphones tiennent plus d'une journée, quoi. Donc le vainqueur, c'est lui. Voilà. Exactement, Sony, le d'accord. Z3 Compact. Et Le donc Sony Z3 c'est un Compact. classement qu'on va mettre à jour très régulièrement au fur et à mesure de nos tests. Dès que la hiérarchie de ce classement va évoluer, on mettra à jour et on tiendra informé évidemment nos lecteurs du nouveau classement. Donc le détail à lire sur 01net.com. Voilà. Exactement. Le top 10 des smartphones les plus endurants. Parfait. Tiens, on va parler maintenant d'une petite nouveauté qui a été annoncée hier à New York. HTC a annoncé à la fois un nouveau smartphone, mais aussi une nouvelle petite caméra. Oui, alors cette caméra s'appelle, alors je sais pas comment il faut l'appeler, Ray. En tout cas, c'est. Oui, c'est assez bizarre comme nom. Oui. Rrr. Alors, voilà, elle a un peu un format Regarde, mais ouais, c'est vrai, de sa périscope. forme, ouais, là, Ouais, enfin, on elle dirait fait un peu aussi les trucs pour de mettre du ventoline. cheat dans la gorge. Exactement. Voilà, de la ventoline. Ouais, ouais. ouais. faut pas se tromper la D'ailleurs, nuit. Hein. Et donc sera on a vendue eu en pharmacie, non on a pu l'utiliser. Elle était annoncée la nuit dernière à New York. On a pu l'utiliser nous en avant-première. Alors la prise en main est plutôt sympa. Il y a un truc qui est pas mal, c'est que disons que la caméra est connectée en Bluetooth à votre téléphone. Ça permet depuis le téléphone d'avoir un écran de visée. Oui. Ça permet aussi de récupérer sur la mémoire du téléphone les vidéos, les photos. Sachant qu'il y a quand même une carte micro SD dans l'Action Cam. Mais en tout cas, voilà, dès que vous prenez l'Action Cam en main, elle s'active, elle se met en route, donc ça permet de pas trop puiser dans la batterie. C'est encore une fois Ouais, important. encore la batterie. Voilà. Après, Mais on sent que la HTC vient marcher sur les terres de GoPro, Oui. visiblement. GoPro qui, comme par hasard, a annoncé il y a quelques jours de cela sa nouvelle gamme de ouais, GoPro. exactement. Alors, il y a tout quand le même, monde essaye il y a d'y quand même aller, hein. quelques Sony, bémols. enfin. Techniquement, c'est quand même moins bon qu'une GoPro, même que d'autres Qui est la action référence cam en du termes de marché. qualité d'image. Ouais, Pour exactement. les action cam. Voilà, on a fait encore une fois, vous pourrez trouver sur 01net un super comparatif d'Action Cam. Et il y a un modèle signé Kodak, PixPro SP1, je crois, qui est vendu un peu plus de 200 €, qui est vendu avec tous les Oui, accessoires tous sont les fournis. accessoires, Elle a une ouais, qualité ouais, d'image ouais. incroyable. Il y a un petit écran Mhm. directement sur la caméra. Là, quand même, HTC vient avec un produit qui est vendu 220 €. Oui, c'est pas Voire un peu hyper. plus. Aucun accessoire fourni. significatif. Et elle filme en Full HD seulement. Bon, vous me direz, la 4K, on n'a Ouais. pas tous des écrans 4K, mais pour l'avenir, c'est quand même Disons bien. qu'on a- Voilà, on a envie, quand on met le prix, on a envie d'avoir quelque chose qui va durer un peu. Et voilà, et des accessoires qui sont pas fournis et dont le prix commence à 20 €. Bon, ça arrivera peut-être après. Et la 4K et les accessoires. Oui, après. Mais en tout cas, là, en l'état, même si je trouve le format hyper original, Ouais. ça fonctionne hyper bien avec une appli que HTC lance sur tous les Android aussi, qui s'appelle Zoé. Je suis pas convaincu par le prix en fait. Est-ce qu'elle est compatible avec Ouais, un peu les cher. autres smartphones? Ça Elle est marche avec n'importe compatible quoi avec les smartphones Android et iOS. Ouais. D'accord. Donc pas de Windows Phone, Pas de Windows. Ouais, BlackBerry. comme d'habitude, Très bien. hein. Windows Phone, le parent pauvre des Voilà. objets connectés. HTC donc qui essaie de revenir sur le devant de la scène, mais on sait que c'est compliqué aussi pour Ouais. ce constructeur taïwanais qui doit s'imposer avec de nouveaux appareils. Ah, elle est étanche, c'est quand même. Elle est étanche. Ah oui, c'est pas mal. quand même D'accord. Pas Bon, mal. on va terminer par encore un autre gadget. Regardez-le, il est là, hop là. Et là, on peut dire que c'est un coup de cœur partagé, hein, puisque on est 3 à avoir trouvé ce truc vraiment pas mal. De quoi s'agit-il ? Eh bien, ce sont, Christopher, des oreillettes Alors, c'est pour des les grands oreillettes, sportifs. Voilà, des oreillettes Bluetooth pour les sportifs. Alors, c'est pas nouveau, ça existe déjà. Ouais, Sony bien en sûr. fait, d'autres en font aussi. Là, ce qui est sympa, c'est que la batterie est quasiment, on la voit pas. Alors que bon, on rappelle qu'un casque Bluetooth a besoin d'une batterie pour fonctionner parce qu'elle Ouais. est appairée à un téléphone. Donc les batteries sont à l'intérieur Là, des oreillettes. voilà, la Pas batterie mal, est hein, regarde, totalement la batterie intégrée. à l'intérieur de ça, c'est fou quand même. Voilà, donc ça c'est déjà quelque chose qui est très surprenant et la qualité du son est pas mal. Alors, je pense que je crois que vous Ouais. l'avez essayé aussi. Mais Jabra c'est pas mal. a vraiment un savoir-faire en matière de Bluetooth déjà, Ouais, parce que ça c'est fait vrai. des années qu'ils C'est sont vrai. dans ce domaine-là. Ils ont vraiment un savoir-faire en termes de qualité de connexion de Bluetooth. Et c'est vrai que le son est bien. Alors bon, mais le problème c'est que des systèmes comme ça qui font un bon son, il en existe des dizaines et des dizaines. Cela dit, ce Jabra Pulse a
pas mal de particularités. Ouais, alors sa killer app, comme on dit, c'est un capteur de fréquence cardiaque. Donc il vient prendre votre fréquence cardiaque directement D'ailleurs, on le voit dans là, si l'oreille. Bérangère peut faire un petit plan avec JD, on le voit, il y a un petit logo là, il y a un petit cœur dessiné, et ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est avec donc l'oreillette gauche que vous allez capter en fait votre fréquence cardiaque, parce qu'il paraît que c'est dans l'oreille qu'on a une fiabilité incroyable de notre fréquence cardiaque. Enfin, il y a un autre endroit du corps humain, mais je ne rentrerai pas dans les détails. Voilà, c'est juste là. Mais c'est vrai, c'est scientifique. Hein, c'est scientifique tout ça, bien sûr. Absolument. Donc ça fonctionne plutôt bien. Ça fonctionne très bien aussi avec iOS, avec la fameuse application Health, mais il y a aussi une appli Jabra dédiée à ce casque qui s'appelle Jabra Sport, avec plein de choses autour de ces fréquences cardiaques. Donc je cours sans fil. Exactement. Connecté à mon smartphone. J'ai ma fréquence cardiaque qui va m'être dictée régulièrement. Alors, je peux le programmer sur l'appli. Hein. Ça peut être toutes les 5 minutes. Ou alors, dès que vous dépassez un palier, par exemple, si vous commencez à courir trop vite et que votre cœur s'emballe, là, l'appli va vous le dire parce que vous avez cette fréquence cardiaque. Oui, puis ça permet aussi de savoir, par exemple, que ça, c'est la meilleure plage de fréquence pour perdre du poids. Après, là, vous êtes un peu en sur-régime ou encore... ça permet de doser ses efforts, ça permet de préparer sa course. Ça permet aussi, et je trouve ça intéressant, de savoir, avant de partir faire son running, de savoir si votre corps est finalement prêt à fournir un effort, parce que peut-être que dans la journée vous avez bu 18 cafés, peut-être que vous avez un peu de... Il y a un podomètre aussi. Et il y a un podomètre, bon ça c'est un peu moins original, mais je crois que c'est la mais première fois qu'il y a un podomètre dans des oreillettes en fait. En fait, il y a plusieurs capteurs dans cet appareil. Bon, c'est pas que pour les sportifs de haut niveau d'ailleurs, il faut le dire. Hein. C'est vraiment pour le pour tous sportif ceux du dimanche. qui font de la cardio, du jogging, etc., et qui veulent être monitorés. C'est vraiment pratique et c'est plus pratique aussi, Jérôme, que le cardio-fréquence-mètre qu'on s'accroche sur le torse. Voire même qu'une montre. Voilà. C'est un peu le problème des montres, notamment avec capteur de fréquence. C'est quand même pas très précis. Là, ça résout en partie ce problème. Bon, alors même si les puristes, les médecins notamment, vous diront qu'il vaut mieux apprendre à sentir son corps sans avoir besoin de ce type de gadget. Oui, mais c'est déjà pas mal. Et puis, alors il faut savoir que c'est pas étanche, mais ça résiste à l'eau. C'est-à-dire que, par exemple, s'il pleut, vous pourrez continuer votre jogging, il n'y a pas de souci. En revanche, il est déconseillé de se baigner avec, par exemple. C'est pas Jabra donné. ne le conseille pas. C'est pas donné. On voit qu'il y a la techno et Jabra nous le fait payer quand même. Quel est le prix ? 200 €. C'est 199, je crois. Hein, c'est ça. 199 €. Pour donc ces petits écouteurs. C'est vrai que les écouteurs se ressemblent pour beaucoup à C. Et là, il y a véritablement de la techno. Il y a une vraie innovation. Et c'est innovant. Bravo et puis, à au Jabra. passage, le son est plutôt bon et elles tiennent très très bien dans les oreilles. Tout à fait. Christopher Siminelli, merci beaucoup, rédacteur en chef du Labo 01net, qui est venu avec sa petite panoplie d'objets high-tech comme chaque jeudi. Tiens, ça m'étonnerait. Je suis sûr que jeudi prochain, tu seras là. On a plusieurs questions. Allez, je vais te prendre au débeauté, Christopher. Je ne sais pas si tu pourras répondre. Quand allons-nous recevoir le Galaxy Note 4 ? Oula, il va pas tarder là, visiblement. Il va pas tarder. On y travaille et c'est courant octobre. Promis, d'ici la fin du mois, vous aurez votre test du Galaxy Note 4. Voilà, bon, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Sachez que... Oui, vas-y. Non. Tu voulais dire quoi ? Non, je voulais revenir à la... Oui, vas-y. Et après, on reviendra à la question un instant. Simplement pour vous dire que jeudi prochain, eh bien, ce sera encore une grande soirée Apple sur 01net TV, puisque, vous le savez, peut-être ça a été annoncé il y a quelques heures, Apple annoncera et présentera lors d'un show qui sera de moindre envergure que celui de l'iPhone du mois dernier, de nouveaux appareils. On peut s'attendre à de nouveaux iPads, ça c'est certain. Il y aura la nouvelle collection d'iPad, iPad normaux, iPad mini, peut-être un grand iPad aussi, hein, c'est ce qu'on murmure, et puis aussi de nouveaux MacBook. On vous proposera un live exceptionnel encore une fois jeudi prochain donc sur 01net TV. Avant de nous quitter, un dernier tour du côté de la question 01net Orange. Que pensez-vous de la voiture connectée ? Eh bien, vous êtes vraiment des geeks, hein, puisqu'à 41%, vous en rêvez, 32% j'ai peur des bugs et du piratage, 20% préfèrent le vélo et 7% trouvent que c'est pas prudent pour la conduite. Autrement dit, ils s'en fichent un peu. Continuez à voter. On fera un point définitif la semaine prochaine. C'est notre question, vous le savez, 01net Orange. Comme chaque jeudi soir. Et oui, on est diffusé en HD 720p, en direct et en streaming. C'était l'une des réflexions de l'un de nos auditeurs sur Dailymotion et sur YouTube. Eh oui. Rendez-vous
Demain, évidemment, pour toute l'actualité high-tech sur 01net TV, et pour notre prochain live, ce sera lundi soir, depuis le Mondial de l'Auto. On terminera cette couverture exceptionnelle du Mondial de l'Auto sur 01net TV. Et on parlera de tas de trucs intéressants, notamment du côté d'innovation française. Ouais, de l'équipementier Valeo. D'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre sur le Mondial de l'Auto, on sera sur le stand de Coyote Hall 3 à partir de 18h lundi. Si vous êtes dans les parages, ça nous fera plaisir de vous voir. Merci à tous, merci de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr jeudi prochain, 18h, pour... ce sera donc, tu l'as dit, un 01 Live spécial. Voilà, on salue Bérangère et JD qui étaient à la réalisation et pour le cadrage, à Jérôme aussi pour le son, et on se retrouvera très vite. Salut à tous. Ciao, bye.